Bonjour, bienvenue sur ROS Geeks. Est-ce que vous avez une collection de crânes dans votre sous-sol? Est-ce que lorsque vous vous coupez en cuisinant, vous dites Blood for the Blood God? Ou encore, est-ce que vous clamez un Blood Point lorsque vous écrasez un écureuil sur le bord de la route? Si c'est le cas, ben voilà, Blades of Corn, c'est pour vous. C'est le Faction Focus pour aujourd'hui avec Yann et Vincent, comme toujours. Vincent, tu es un joueur Corn depuis assez longtemps. Tu les as joués en format compétitif aussi. Yann, tu les as affrontés aussi à plusieurs reprises lors de vos parties. Donc, tu vas être une personne toute désignée pour pouvoir commenter là-dessus. Mais avant tout, juste un petit rappel que nos Faction Focus, on ne fera pas tout l'inventaire des War Scrolls et des Abdis d'allégeance. On réserve ça pour nos Battletome Review. Donc, on y va avec une sélection vraiment là, sur la table, sur les tablettes. Et également, je les peins. Donc, c'est notre façon de faire pour nos Faction Focus. Donc, sans plus tarder, Vincent, qu'est-ce que tu penses des Blades of Corn dans le méta actuel en troisième édition? Ouais. Ben, premièrement, c'est un BT qui a beaucoup d'âge, là. Il faut qu'il soit refait. Il y a beaucoup d'unités dont les War Scrolls ne sont plus à jour, ne sont plus compétitifs. Mais je vais étonner les gens, malgré le nerf incroyable d'Archaon, qui est maintenant plus jouable finalement là, en Blade of Corn, parce qu'il bénéficie plus des allégeances. Puis c'était juste les listes avec Archaon qui réussissaient un peu à performer en tournoi. Je pense que ça demeure une armée qui est bien établie dans le milieu du Fat Middle, voire dans le haut du Fat Middle. Elle peut faire de très très bonnes parties si on la joue bien. Mais elle souffre d'une lacune importante qui fait en sorte qu'elle ne peut pas vraiment gagner les tournois. C'est dès que l'adversaire a du tir significatif à 24 ou 30 pouces, on ne réussit pas à se rendre au corps à corps. Toutes nos pièces importantes meurent avant d'y arriver. C'est pour ça qu'en tournoi, c'est une armée qui souffre énormément. Mais si on exclut ces armées-là qui peuvent nous battre tout simplement par le tir, les attaques à distance, en corps à corps, c'est une armée qui se débrouille encore très très bien sur les champs de bataille, qui peut faire vraiment beaucoup de surprises, mais elle est très difficile à maîtriser. Il faut connaître par cœur toute la table des Blood Points pour être capable d'exploiter les ressources qu'on a, parce qu'on a des très belles ressources en Khorne. Oui, c'est étonnant à quel point Khorne est une armée extrêmement tactique et une armée extrêmement subtile à jouer. Donc, avec les pylons, Vincent va en parler tantôt certainement, avec les pylons à 6 pouces, qui est une des grandes forces de l'armée, avec le Demon Prince qui peut venir couper les charges de l'adversaire. C'est une armée de positionnement extrêmement tactique. Lorsqu'elle est bien jouée, elle peut être extrêmement performante, comme Vincent l'a dit. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Hein? Khorne, on s'attendrait un petit peu à ce que ce soit des fous qui se lancent au combat puis qui veulent juste du sang, peu importe qui saigne. Mais là, ça a l'air que c'est plus les Iron Jaws et les Beastka Raiders qui ont ce style de jeu-là dans le méta actuellement. Mais vraiment, super belle armée, super tactique à jouer. Puis comme Vincent l'a dit, elle peut vraiment surprendre contre les armées de corps à corps, mais contre le tir, on l'a essayé contre les Daughters of Cain avec les Bloodstalkers, puis le Khorne se fait détruire assez rapidement. Ça va être la même chose contre les Luminettes. Ouais, la seule chance que tu as contre des armées qui ont du tir avec une longue portée, ils font un scénario où tu es sur une diagonale, fait que tu peux partir plus loin que la portée des tireurs. Et il te faut absolument le double tour. Il faut que tu réussisses à un moment donné à pouvoir jouer en fin de round, puis espérer absolument le double tour pour avoir une chance. Et même là, ça ne veut pas dire que tu gagnes, ça veut dire juste que tu as une chance d'avoir une partie équilibrée. C'est très, très difficile contre les armées de tir. Ouais, donc on va commencer avec ce qu'on met sur la table et on commence avec une sous-faction, les Reapers of Vengeance. Oui, pour moi, ça demeure la meilleure faction. Vous allez voir mes choix. Moi, je pense encore que les Bloodthirsters, malgré que c'est un Warshall qui date, qui sont beaucoup trop fragiles pour la V3, c'est encore notre meilleure option. Ça en dit long sur le Battle Tome. C'est un Battle Tome qui, pour moi, la difficulté, c'est pas tant au niveau des habiletés d'allégeance ou de sous-faction. La difficulté, c'est au niveau des War Scrolls qu'il faudrait qu'ils soient refaits. Puis je pense que notre sous-faction la plus forte demeure les Reapers of Vengeance. Un double pile-in, même si c'est en phase de combat que ça se fait, ça double la létalité d'une unité. Puis quand on fait un double pile-in sur Scarbrand, ben, ça a un impact qui est énorme. Et comme le Yann le mentionnait, si on joue bien nos doubles pile-in, on peut faire un deuxième pile-in vers une deuxième unité après avoir frappé la première. Bon, fait que là, ça devient très tactique. C'est là que je disais qu'il faut vraiment jouer souvent la liste pour tirer le maximum de cette liste-là. Et c'est comme ça qu'on peut se surprendre aussi avec un premier pile-in à 6 pouces, puis un autre pile-in à 3 pouces dans une autre direction. L'adversaire, des fois, ne voit pas venir, puis finalement, on réussit à frapper des unités qu'il croyait protéger. En deuxième place, tu as mis une unité qui a surtout émergé, en fait, là, vraiment en V3 présentement, qu'on voit aussi beaucoup dans la Légion du Premier Prince. On parle du Demon Prince
Oui, le Demon Prince, en fait, ici, ben, ça montre un peu encore une fois la faiblesse de l'armée de Khorne. Le Demon Prince ne fait pas partie du livre des Blades of Khorne, c'est une unité de Slave to Darkness, mais je pense que si vous jouez Blades of Khorne, vous allez chercher ce Demon Prince-là avec la marque de Khorne. Pourquoi? Ben, parce qu'il diminue de moitié les charges de l'adversaire. Donc, ça nous donne une chance d'éviter des charges qui sont désastreuses parce que Khorne ne peut pas encaisser. Il est vraiment pas assez fort pour encaisser. Donc, c'est la pièce peut-être la plus importante de votre armée. Elle est au centre de votre armée. Vous avez un point de commandement à chaque tour que vous allez dépenser juste pour faire sa bulle. C'est une bulle énorme, 18 pouces tout autour de lui, où vous allez diminuer de moitié les charges de l'adversaire. Ça va faire un impact immense sur la partie, puis ça peut vous permettre de gagner des games. C'est un incontournable, c'est un must. S'il n'est pas déjà peint, puis il n'est pas déjà sur vos tables, allez le chercher, peignez-le, mettez-le sur vos tables, vous allez me remercier. C'est monstrueux. Je l'ai affronté à plusieurs reprises. C'est incroyable. Ça veut dire que dès qu'on est à plus de 6 pouces de l'adversaire, de Khorne, mais à 18 pouces du Demon Prince, on ne peut même pas réussir notre charge. Donc, puis une charge à 5 pouces, ça devient une charge à 10 pouces. C'est horrible. Même les charges à 3 pouces, on va les rater au moins un tiers du temps. Là, je ne me souviens pas de la stats exacte parce que ça devient une charge à 6 pouces. Donc, l'impact est énorme et ça fait qu'on se demande, ça se joue dans la tête, est-ce que je prends le risque de m'approcher à 4 pouces? Je peux m'approcher à 4 pouces, c'est une charge à 8, mais si je la rate, c'est lui qui me charge après ou qui me pile-in ou qui. Donc, c'est vraiment terrible. Puis en plus, souvent, si on rate notre charge, par exemple, à 4 pouces, puis que lui est à 6 pouces de nous, il est à 4 pouces, mais il va pouvoir pile-in de 6 pouces, je veux dire, sur notre unité qui a raté sa charge, s'il veut, puis s'il ne veut pas, il ne le fait pas. C'est terrible l'impact que ça a sur notre positionnement. C'est vraiment, vraiment excellent. Il y a les Caradrons qui ont un artefact qui fait la même chose de façon similaire. C'est 12 pouces et c'est une seule unité ennemie. Et il y a des joueurs Caradrons qui jouent de la sous-faction Mornar uniquement pour cet artefact-là. Là, on a une unité qui le fait et qui fait ça en bulle de 18 pouces. C'est absolument incroyable. C'est une des meilleures habilités du jeu, en fait, une des meilleures pièces du jeu actuellement, je pense. Et ça se combine en plus à V3 avec le redeploy. Donc, Ben oui. même un 1 sur un redeploy, c'est 2 pouces de plus à la charge de l'adversaire. Il est incroyablement bon. Oui, puis comme Vincent le dit, Khorne, c'est un vieux Battletome, donc ils ne peuvent pas encaisser des charges. Là. Les Bloodthirsters ont une sauvegarde à 4+, et n'ont pas de ward. Donc, ils vont mourir là, contre n'importe quel marteau dans le jeu. Donc, il faut être capable de les protéger. Une bonne manière de le faire, c'est le Demon Prince. Tout à fait. En troisième place, Vincent, tu mets une pièce que moi, j'affectionne particulièrement. J'ai affronté à plusieurs reprises. C'est toujours, ça peut mener à des situations de partie tellement drôles d'un côté comme de l'autre. On met Skarbrand. Oui, on met Skarbrand enfin, parce qu'en V2, il était boudé. Mais là, en V3, avec les tables qui sont un peu plus petites et surtout des héros qui ont des saves à 2+, Skarbrand peut, sur une attaque, faire 16 blessures mortelles d'une shot. Alors, il peut, dans le fond, tuer à peu près n'importe quel héros. Et là, on va voir, on peut lui donner un double pile-in, on peut lui donner une deuxième attaque aussi. C'est horrible la quantité de mortels qu'il va générer. Et s'il ne s'est pas battu, ben, c'est automatiquement 8 blessures mortelles qu'il fait quand il frappe, plus ses autres attaques aussi qui sont significatives, là. Donc, Skarbrand a sa place maintenant. Ça demeure difficile de le jouer parce qu'il ne vole pas, il se déplace juste de 8 pouces. Donc, une mobilité qui est restreinte, mais comme j'ai dit, avec des tables qui sont plus petites, et surtout parce qu'il répond tellement bien au méta actuel. On a enfin la chance de jouer, puis moi aussi, c'est une pièce que j'ai depuis longtemps dans ma collection, mais que je sortais à peu près pas. Et là, depuis la V3, je le sors à toutes les fois que j'ai sorti Khorne ou à peu près, puis je le regrette pas, il fait le travail. Puis encore là, il y a un mouvement de 8 pouces, mais si on a vraiment besoin qu'il se rende à l'adversaire, on le fait courir de 6 pouces, on vient de faire 14 pouces, puis on utilise son pile-in à 6 pouces, on est à 20 pouces de portée. Donc, c'est excellent quand même. Oui, vraiment. Et ton dernier choix qu'on met sur la table, tu en as parlé, tu as fait allusion un petit peu tantôt, les Bloodthirsters demeurent la première source de dommages en l'armée. Donc là, tu parles du Bloodthirster of Unfeathered Fury. Oui, c'est le pile-in à 6 pouces, en fait. Yann y a fait référence à plusieurs reprises. En fait, c'est une bulle de 16 pouces autour de lui qui donne aux autres démons et à lui-même un pile-in à 6 pouces. Et ça fait partie des outils qu'on a en Khorne. Il y a des gens qui l'ont critiqué en disant « Ouais, mais là, les gens vont pouvoir redéployer et tout. » C'est pas grave, si l'adversaire redéploie, tu peux toujours tenter une charge si tu as été trop proche puis qu'il redéploie derrière le 6 pouces, qui a dépassé 6 pouces de portée. Mais ce que ça nous permet, le pile-in de 6 pouces, de un, ça va être d'éviter le Unleash Hell d'une unité ennemie qui tire, parce que là, on va pile-in dans son unité plutôt que la charger.
Et de deux, ce que ça nous permet, ben, ça te permet de faire attaquer nos démons les uns après les autres, mais ça nous permet que nos démons frappent avant l'adversaire parce qu'on demeure plus au-delà du 3 pouces d'engagement de l'ennemi. On fait pile-in un de nos démons, on frappe avec. Ensuite, on pile-in un autre de nos démons, on frappe avec lui. Il n'a pas encore été frappé parce qu'il était à plus que 3 pouces d'adversaire. Et il y a plein de tricks, encore une fois, c'est une armée à tricks. On peut, en faisant faire un pile-in de 6 pouces à notre Bloodthirster Unfettered Fury, faire en sorte d'entrer dans notre bulle de 16 pouces un démon qui ne l'était pas au début de la phase de combat. Il y a tellement d'applications. Il se débrouille correct au corps à corps. Il ne cogne pas suffisamment fort. Il y a un tir qui est correct, mais pas suffisamment fort non plus. Mais tout ça combiné avec le pile-in de 6 pouces, c'est une pièce centrale dans la liste. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'ai proposé une liste et il en fait partie. C'est un incontournable pour moi, V3. Maintenant, on se dirige du côté un peu plus négatif avec des figurines qui, malheureusement, on va mettre sur les tablettes. Et tu commences avec un choix qui était assez populaire, en fait, dans la V2. On parle du Slaughter Priest. Oui, ben, ici, sur les tablettes, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup souffert de la V3. Ça demeure correct. Le Slaughter Priest a encore des prières sur son War Scroll ou accès à des blessings de Khorne qui sont corrects, ou même les Judgments de Khorne sont bien. Mais avant, il lançait une prière, un blessing, puis un Judgment. Et là, pour le même coup en points, ils ont choisi une de ces trois options-là. 110 points pour une de ces trois options-là seulement, c'est plus suffisant. Et c'est très triste de le mettre sur les tablettes parce que notre altar, la pièce de terrain de Khorne, donne principalement un bonus, la possibilité de relancer les prières du Slaughter Priest. Mais j'ai fait plusieurs listes, puis à moins d'avoir joué Archaon puis de vouloir donner le plus 1 de save, je trouve que c'est trop dispendieux l'investissement en points du Slaughter Priest pour justifier sa présence dans nos listes. À présent, là, il est vraiment sur les tablettes. En deuxième place, sur les tablettes, tu mets une unité qui avait vu le jour, en fait, là, au tout début des Age of Sigmar. On parle des Blood Warriors. Oui, ben en fait, j'aurais pu mettre toutes les unités mortelles de Khorne, malheureusement, mais les unités, pas les héros nécessairement, parce qu'il y a certains héros qui donnent des buffs. Puis certaines personnes vont dire, ouais, mais les Ratmonger donnent plus une attaque. Peut-être, mais la bulle des Ratmonger, moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était trop petite, surtout si on joue des Bloodthirsters qui se déplacent plus rapidement qu'eux. Mais oui, les Blood Warriors, je les ai mis là, mais ils font juste pas le travail. Ils cognent pas assez fort. C'est presque 200 points. Ils sont à 190 points l'unité. Ils ont un ratio contre des unités à 4 plus de sauvegarde. Ils ont un ratio du 100 points de Blood Warrior d'à peu près 2.3. C'est dans ce qui est de plus faible à l'heure actuelle dans le jeu. Fait que même si en mourant, ils peuvent faire un pile-in puis frapper, ça demeure qu'ils ne cognent pas assez fort là, à l'heure actuelle. Fait que pour des guerriers de Khorne, c'est un peu pitoyable. On a hâte de revoir des nouveaux War Scrolls qui vont être retravaillés parce que les figurines, je les trouve magnifiques. C'est une des raisons pourquoi j'ai parti les armées de Khorne. Je pensais, moi, jouer plein de Blood Warrior, mais finalement, des attaques à 3+, 4+, pas de reine, on va plus très loin avec ça en V3. Là. Donc, tu parlais d'un ratio de 2,7 dégâts par tranche de 100 points. On a fait récemment le review des Ogre. Les Iron Guts ont un ratio de 4,7. Pour donner une idée. Donc, on n'est pas dans le même type d'unité du tout. Là. Non, 0-0. Toujours un peu sur les tablettes, une autre unité qui était quand même vue beaucoup, parce que c'est une unité Battleline, on parle des Bloodletters. Ouais, ben ça fait partie avec les démonnaies de Slanesh des pires unités de démons qu'il y a dans le jeu. On va en mettre, hein, vous n'allez pas le choix, vous allez en peindre parce que dans votre liste de Blood Tide Point, vous allez pouvoir summoner des Bloodletters qui vont permettre d'occuper des objectifs. En V1, il était joué parce que dans le fond, on faisait une Death Star. Hein, les Bloodletters ont l'avantage de faire des blessures mortelles sur des 6 pour toucher, mais ils ont juste une attaque par modèle. Ils n'ont pas de sauvegarde ou à peu près pas. Fait que ça meurt à rien. Clairement, c'est plus de niveau. Là, il va falloir qu'ils retravaillent encore une fois le War Scroll, malheureusement. Donc, on les summon. Parfois, peut-être, rarement, mais peut-être. Mais c'est leur seule utilité, donc sur les tablettes. Maintenant, si on passe à la troisième et dernière catégorie, on a ce qu'on peint. Ton premier choix m'a quand même surpris un peu parce que c'est une unité qui était emblématique, à mon sens, de la V1 d'Age of Sigmar. C'est une unité qui était dans toutes les listes Bloodbound à l'époque. On parle du Blood Secretor. Oui, on le peint ici parce qu'on joue Skarbrand. Et tant qu'à jouer Skarbrand, on veut maximiser, on veut pas qu'il fasse 8 blessures mortelles, on veut qu'il en fasse 16 blessures mortelles. Puis avec un double pile-in, c'est 32 blessures mortelles. Donc même quelqu'un avec une ward save de 5+, là on a fait une vidéo précédemment où on parlait des Frostlords avec leur 5+ de ward.
Ben, même là, avec 32 blessures mortelles, on réussit à les passer. Ses stats, c'est réglé. Donc, on veut vraiment fiabiliser Skarbrand. Fait que c'est pour ça. Normalement, si vous jouez les Blood Warrior ou les Blade of Corn depuis longtemps, vous avez déjà peint votre Blood Secrator. Mais si ce n'est pas encore le cas, vous allez le faire, vous allez le peindre pour pouvoir donner un bonus à Skarbrand pour vraiment être sûr que ce qui va toucher, il va le faire exploser. Puis même un Mega Gargant là, va avoir peur de Skarbrand avec la bannière derrière. Clairement. En fait, je pense que Stats, avec la bannière, ton Skarbrand tue un Mega Gargant en une phase d'attaque. Je pense que oui. C'est serré. En une phase d'attaque, c'est serré. 2 phases d'attaque, c'est sûr. Avec un double pilot. En fait, c'est une phase de combat, c'est certain. Oui, c'est ça. Une phase de combat. Excuse-moi, je voulais dire une phase de combat avec le double pile-in. On est à 32 blessures mortelles, plus ses attaques régulières. Le géant est mort. Oui, tout à fait. Ouais. Et ton deuxième choix qu'on peint, on y va avec une unité que moi, je trouve aussi très, très emblématique de Khorne, datant jusqu'à Fantasy Battle, les Fléchantes. Oui, ben eux, on les peint parce que avant notre unité screen qu'on utilisait, c'était les Blood Reavers. On en mettait 10, ça coûtait 70 points. C'était là pour nous faire un Blood Point puis protéger des charges ennemies. Sauf que, bon, les Blood Reavers ont subi une hausse de points en points. Et en plus de ça, avec les règles de cohérence, ça fait un screen qui est plus petit maintenant, ça protège moins bien. Donc, les fléchantes sont devenues notre meilleure unité Battle Line. Ils jouent par 5 et là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une règle de cohérence spéciale. On peut toutes les espacer d'1 pouce. Ils ont des socles d'un petit peu plus que 2 pouces. Donc là, ça peut vraiment faire un beau cordon devant nos Blood Tercer. C'est la meilleure unité Battle Line qu'on a. Un ratio de dégâts qui est correct aussi, il cogne plus fort que les Blood Warriors. Fait que si jamais ça donne qu'on a à frapper avec, en plus de ça, comme c'est des unités démoniaques, ils bénéficient du pile-in de 6 pouces du Blood Tercer Unfettered Fury aussi. Fait que ça synergise bien avec les autres pièces qu'on met sur la table. Et ils se payent le luxe en plus de nous donner un petit dispel gratuit. Donc, pourquoi pas? Ça évite du dommage à distance si on réussit à éviter un petit spell ici et là. Donc, moi, ça fait partie des unités que j'ai vraiment peintes pour la V3 parce que j'en avais juste une unité de peinte, je crois. J'en ai peint 2 autres. Puis c'est maintenant les Battle Lines que j'utilise. Je pense que c'est vraiment les meilleurs qu'on a en Blades of Khorne. Les petites unités comme ça qui sont par 5 sur les petites bases de cavalerie là, ovales, c'est vraiment excellent pour faire des écrans parce que en les espaçant d'à peu près 1 pouce, ça donne une couverture de 14 pouces. Donc, on a vraiment un écran de 14 pouces de large. C'est vraiment une belle couverture comme écran. C'est très, très bon. Et en plus de ça, souvent, c'est des unités de cavalerie, donc mobile. Fait que ça fait un écran qu'on peut avancer, qui peut vraiment, qui ralentira pas nos unités qui sont derrière. Moi, je les trouve vraiment excellents, les fléchantes. Et qui, des fois, ont plus, en fait, ont pratiquement toujours plus qu'un PV, des fois même 3. Donc, ça peut quand même absorber un peu de dommages sans perdre trop de superficie, trop de couverture au niveau du cordon. Tout à fait. Donc, ce ne serait pas surprenant, Vincent, que tu nous proposes une liste avec, j'imagine, plusieurs des choix qu'on met sur la table et qu'on peint. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes, en fait, là, pour n'importe qui aimerait peut-être se lancer dans une armée de Khorne? Qu'est-ce que tu leur proposes? Ouais, ben, ça va être la liste que je joue depuis la V3, puis avec un certain succès, elle va très très bien, sauf comme je l'ai dit, contre des armées de tir. Là, j'ai pas encore trouvé de solution, mais sinon, contre les armées de corps à corps, c'est ma liste préférée. Super le fun à jouer. Bon, d'abord, on a Skarbrand sur la table. On est en Reaper of Vengeance, double pile-in sur les démons. Skarbrand sur la table parce qu'il est merveilleux, il cogne très très fort. Ensuite, j'en ai pas parlé, j'aurais pu le mettre aussi sur la table, c'est le Blood Tercer of Insensate Rage. C'est le Blood Tercer qui, lorsqu'il fait des 6 pour blesser, fait des blessures mortelles autour de lui. Je ne l'ai pas mis sur la table, je n'ai pas parlé tant que ça. Je trouve que son profil est beaucoup trop dégressif, mais ça demeure une unité qui est bonne. Quand il est en pleine forme, il peut surprendre, puis des fois, c'est qu'il peut vraiment spiker, mais spiker de façon monumentale. On peut tuer 3-4 héros rien que d'un coup si l'adversaire s'est mis un petit peu trop en tas. Puis, c'est le genre d'unité qui joue dans la tête de l'adversaire parce qu'il sait qu'il y a une possibilité que ça spike, fait que ça se peut qu'il se déploie différemment. Les joueurs qui aiment ça faire un petit castle, c'est toujours un gamble parce que ben, pour 280 points, tu envoies une unité qui peut potentiellement tuer à peu près tous ses héros sur un bon jet, un double 6, mettons, pour blesser. Donc, on le met. Lui aussi peut bénéficier du double pile-in du Reapers of Vengeance pendant le tour. Donc, on le met sur la table. Ensuite de ça, on a notre Blood Tercer of Unfettered Fury. J'en ai parlé beaucoup. Le pile-in à 6 pouces. Une petite chose que j'ai oublié de mentionner sur le pile-in à 6 pouces qui est importante aussi, c'est qu'en Reapers of Vengeance,
L'habileté du double pile-in, on la prend en début de phase de combat. Le défaut, c'est que si l'adversaire joue des monstres et qu'il nous roar, c'est ce qui m'est arrivé à mon premier tournoi, je n'avais pas réalisé, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas exploiter le double pile-in, fait que ça nous fait très, 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 très mal. En se laissant à 6 pouces de l'adversaire, on peut donner en début de phase de combat le double pile-in. Et là, lorsqu'on va faire notre pile-in de 6 pouces, on va frapper. Et après ça, il faut être à 3 pouces pour avoir le droit de faire le deuxième pile-in, la deuxième phase d'attaque. Donc, Bloodthirster Unfettered Fury, qui est une pièce centrale dans ma liste. Ensuite de ça, le Blood Secrator, j'en ai parlé, c'est pour donner une attaque de plus à Skarbrand, pour être sûr que ce qui va toucher, il va le faire exploser. Ça donne aussi une attaque de plus au Bloodthirster of Insensate Rage, qui n'est pas désagréable. C'est une 6e attaque sur le Bloodthirster of Insensate Rage. Ensuite de ça, et là, ça, c'est ma petite surprise, j'en ai pas parlé parce que c'est vraiment pas une pièce qu'on voit d'habitude dans Little Blade of Khorne, mais Be'lakor, moi, je joue un Khorne Control. Je sais pas, j'ai une petite affinité pour le contrôle. Je jouais bleu quand je jouais à Magic et les gens m'aimaient pas. Fait que Be'lakor, parce que justement, on peut pas encaisser des charges de l'adversaire. Donc, son rôle, ça va être de choisir le bon tour où on va empêcher une unité ennemie de venir nous frapper pour, encore une fois, protéger notre Skarbrand, pour que Skarbrand ait la possibilité d'être celui qui frappe en premier. Ça a été une super belle découverte de le mettre dans mes listes. Il cogne correct, il bénéficie d'aucune des habiletés de Khorne, mais juste le fait d'empêcher, un coup qu'on a exposé Skarbrand une première fois, c'est souvent là qu'il va être utile. On expose Skarbrand pour qu'il aille tuer une unité. Et là, après ça, on va utiliser notre Be'lakor pour empêcher que Skarbrand subisse la réplique d'une autre unité un peu trop grosse. Donc, c'est son principal rôle. Et ensuite, le prince démon là, de Khorne, avec la marque de Khorne, ça, encore une fois, on protège nos Bloodthirsters le plus possible. Et tout simplement, 3 unités de Fleshhound, c'est pas plus compliqué que ça, c'est nos 3 écrans, c'est nos 3 unités Battle Line. On s'est mis en Warlord parce que ça nous permet d'avoir un point de commandement de plus et ça nous permet, sur le Bloodthirster Unfettered Fury, de mettre la Crimson Crown qui fait en sorte qu'on va faire gratuitement une fois par round son habilité de pile-in à 6 pouces. On sait qu'on va la faire à toutes les rounds de combat. Donc là, ça va être gratuit, on ne dépensera pas un CP pour ça. On va manquer de CP dans cette liste-là. Il va falloir être parcimonieux dans notre usage des CP. Donc, le Crimson Crown est intéressant. Et après ça, Battle Regiments, qui rentre dans un Battle Regiment, diminue nos pauses, mais ce ne sera pas significatif. J'ai juste 3 unités dans mon Battle Regiment. Là. Comme il y a beaucoup de Behemoth héros, ça rentre difficilement dans des compositions de bataillon. C'est une liste qui est vraiment difficile à affronter. On voit qu'il y a vraiment, tu l'as dit, du contrôle. Nos charges qui sont coupées de moitié à proximité du démon, du prince démon, avec Be'lakor qui peut nous geler une unité. Dans un méta aussi où on a des Morathi, des Tickliss, des Maw-Krusha, Les etc. 30 sentinelles. Oui, exactement, les 30 sentinelles. Donc, on est vraiment dans un méta où Be'lakor peut briller. C'est vraiment une belle liste, très, très technique à jouer. Les gens qui vont l'essayer, qui l'ont jamais essayé, vont peut-être pas la trouver si bonne au début parce qu'elle est difficile. C'est vraiment une liste de positionnement là, pour l'avoir affrontée souvent, mais maintenant que Vincent la maîtrise, là, elle est vraiment difficile à affronter. C'est vraiment intéressant, je pense, d'avoir. Ça vient vraiment chercher. Quand on joue contre Khorne, on ne s'attend pas à avoir une liste aussi technique. Je pense que c'est facile en tant que joueur qui affronte cette liste-là puis qui ne la connaît pas, qui ne sait pas tout ce qu'elle peut faire, toute la profondeur qu'elle apporte. Jouer contre ça dans un contexte de tournoi qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer à un match, on peut tomber dans les pièges de cette liste-là et pas les voir venir. C'était le point que je voulais faire, c'est que les adversaires ne comprennent pas, même si tu expliques les pile-in à 6 pouces, double pile-in et tout, il y a trop d'options que les gens ne voient pas venir quand ils ne sont pas préparés, puis on peut vraiment se surprendre avec cette liste-là, mais ça demande de les maîtriser. Et dans les surprises aussi, bon, on en parle, je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas directement dans la liste, mais avec les Blood Tide Point, on a la possibilité de frapper en phase de héros, on a la possibilité de faire un mouvement dans notre phase de héros, donc il y a d'autres façons de surprendre. Khorne est vraiment un beau Battle Tome. J'aime vraiment, vraiment la faction, mais comme Yann l'a dit, c'est très technique à jouer. Les soirées où je suis plus fatigué, si on veut un Beer and Pretzel soirée, ce ne sera pas ça. Je vais aller avec les OBR qui relancent les saves, on avance, on se met ses objectifs, c'est facile. Ça demande un petit peu plus de concentration, mais c'est très, très agréable à jouer comme liste. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Yann. J'espère que vous avez apprécié ce Faction Focus sur les Blades of Khorne. Puis si vous avez également vous-même des commentaires, des unités que vous metteriez sur la table, sur les tablettes ou que vous peignerez, ben, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. N'hésitez pas aussi à avoir un petit like, un petit pouce en l'air pour la vidéo. Ça nous aide pour la visibilité de la chaîne, comme toujours. J'espère que vous avez apprécié et on se dit à bientôt pour un autre Faction Focus, un autre Battle Tome Review. Et sur ce, bon Wargaming!